Donc, le patient présente bien une rétention aiguë d'urine et la prise en charge, donc en première intention, ça va être le drainage, l'échographie vésicale, le CBU, le dosage des PSA et la créate. Et donc, la bonne réponse, c'est le drainage. Effectivement, c'est l'urgence. En fait, l'échographie vésicale n'est pas à faire en première intention, sauf si bien sûr il y avait un doute sur un éventuel globe, ou si effectivement le patient est obèse et on a du mal à palper, ou alors c'est une personne âgée et donc on ne retrouve pas le globe et elle a du mal à communiquer. Mais sinon, pas d'échographie, c'est directement le drainage. D'accord? Pas de CBU, pas de dosage des PSA, pas de créate en première intention. C'est le drainage, l'urgence. Alors que ce soit par sonde urinaire classique ou catéchisme pubien, ça on verra les contre-indications qui nous poussent à choisir tel ou tel traitement, mais les 2 sont possibles. Et une fois, en tout cas, que l'on a drainé, c'est là qu'on pourra envisager des examens complémentaires. Éventuellement, si c'est un drainage par catéchisme pubien, on peut discuter d'un bilan d'hémostase à faire si on sait que le patient il a des antécédents connus d'hémorragie ou un traitement anticoagulant. Et alors après le drainage, ECBU, systématiquement, même s'il ne sera jamais contributif, rappelez-vous que dans le PILI, on vous dit que, on n'enlève pas une sonde que sur un ECBU positif, il faut une clinique, il faut des symptômes, des urines purulentes et cetera. La créate sera faite pour voir le retentissement au niveau du rein et une échographie pour voir éventuellement un retentissement au niveau du rein, une dilatation urétéro-pyélo-calicielle. Jamais de dosage de PSA parce que dans ce contexte, ce sera faussement élevé. Alors ensuite, donc, on envisage de drainer en urgence ce patient. Quelle est la possibilité de drainage à privilégier? Sonde urinaire, cathé suspubien, néphrostomie, sonde Gigi, qui est une sonde urétérale interne, ou alors sonde urétérale externe. Donc, je vous laisse réfléchir sur ce point, en sachant, je peux vous donner une petite aide, que dans la vignette clinique, j'avais précisé que ce patient avait un cancer de vessie traité. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider. Et donc, la bonne réponse, c'est la sonde urinaire, parce que c'est contre-indiqué de faire un cathétérisme suspubien en cas d'antécédent de cancer. Même s'il a été traité, et cetera, ça a risque d'essaimage sur la paroi abdominale, donc il faut éviter. C'est une urgence thérapeutique, ça vous l'avez compris. Et quelle que soit en tout cas la modalité du drainage, il faudra bien préciser le volume que l'on a recueilli au moment de la rétention parce qu'il faudra surveiller aussi la durée horaire et surtout prévenir de ce syndrome de levée d'obstacles et éventuellement, si on a été trop rapide, de l'hématurie à vacuum. Alors, c'est quoi les contre-indications? Donc, d'une part, de la rétention aiguë d'urine, point de vue du cathéter suspubien, c'est l'absence de globe. Ensuite, certains pontages vasculaires, les antécédents de cancer de vessie, parce qu'il y a un risque d'essaimage du cancer au niveau de toute la paroi. C'est très friable, ces cancers. Une hématurie macroscopique qui serait un reflet indirect d'un risque de cancer qu'on ne connaîtrait pas. Et pour 2 raisons, c'est qu'en plus, si vous mettez en place un cathéter suspubien, ça peut cailloter, se boucher, donc vous allez devoir le rechanger. Les troubles de l'hémostase, bien sûr, anticoagulants si on n'arrive pas à les arrêter ou si c'est pas possible, et les cicatrices de la paro, ça c'est plutôt relatif. Pour la contre-indication de la sonde urinaire, le sondage vésical, ça va être la sténose urétrale, un traumatisme de l'urètre, surtout en cas de polytraumatisme, de fracture du bassin associée à une urétroragie par exemple. Et rappelez-vous que la prostatite aiguë, c'est une contre-indication qui est relative parce que si le patient il a une antibiothérapie et qu'il est apyrétique, il n'y a pas de problème, vous pouvez sonder. Voilà. Après, la présence de ce sphincter urinaire artificiel, c'est relatif, il faut juste désactiver le système avant de sonder. Donc, la rétention, elle est prise en charge. Le médecin pense immédiatement à une cause iatrogène. Quels sont les traitements responsables de rétention aiguë d'urine en règle générale? Les morphiniques, les antidépresseurs tricycliques imipraminiques, le collyre midriatique, l'hydroxyzine et les phénothiazines. Alors, oups, pardon, je vous ai indiqué les bonnes réponses. Je voulais vous laisser un petit moment, donc tout est vrai. Mais ce n'est pas un secret puisque je vous avais déjà parlé des médicaments anticholinergiques qui pouvaient provoquer une rétention aiguë d'urine.
Et donc, quels sont les médicaments anticholinergiques? C'est les antidépresseurs tricycliques, les collyres, l'hydroxyzine et les phénothiazines. Tout ça, ce sont des traitements qui ont des propriétés anticholinergiques. Les morphiniques, non, mais on sait que les morphiniques peuvent occasionner des rétentions aiguës d'urine. Donc, si on doit résumer, les deux grandes familles qui peuvent donner des RAU, c'est les anticholinergiques et les morphiniques. Donc là, il y avait un fond d'œil, je vous avais déjà parlé de la confusion, donc vous vous rendez compte que c'est bien multifactoriel. Ce traitement, il a pu très bien entraîner la confusion, mais la rétention a pu aggraver la confusion. Vous voyez la problématique. Et éventuellement, chez un homme, on aurait pu aussi évoquer une HBP qui peut favoriser une rétention. Alors, les médicaments à propriété anticholinergique, je vous ai cité tout à l'heure les effets en fait soit périphériques avec la constipation, la rétention aiguë d'urine, les sécheresses, la midriase avec le risque de GAFA, mais aussi les risques centraux avec les hallucinations, le syndrome confusionnel et puis, bien sûr, la détérioration cognitive lors de la prise au long cours. Ça peut vraiment aggraver les troubles cognitifs et ça peut aussi entraîner des hypotensions, orthostatiques. Les médicaments pour des exemples classiques, donc antidépresseurs tricycliques, pas les ISRS, hein, les antidépresseurs tricycliques, les neuroleptiques et pensez aux neuroleptiques cachés aussi dans les antiémétiques, Primperan par exemple, méthoclopramide, les antiparkinsoniens, les antispasmodiques, urinaires et les anti-arythmiques. Voilà. On peut penser aussi aux antihistaminiques de première génération et par exemple ici le collier midriatique. Pensez aussi au Nefopam, l'Acupan, qui a des propriétés anticholinergiques. Alors, malgré la prise en charge optimale de la rétention aiguë d'urine, ce patient reste confus. Quelles sont les causes possibles? Infection, fécalome, déshydratation, douleur ou troubles métaboliques? Je vous laisse réfléchir cette fois. Quelles sont les causes possibles? Sachant que je vous avais dit que tout pouvait être détecté avec la clinique sans forcément beaucoup d'examens complémentaires. Donc les bonnes réponses, toutes. L'infection, les 3 P, peau, pipi, poumon, j'aime bien rappeler ce moyen mnémotechnique. Le fécalome, donc pensez à faire un toucher rectal. La déshydratation, franchement, on l'oublie souvent, qui peut être associée à une dénutrition. Déshydratation extracellulaire qui va se voir avec, alors le pli cutané, c'est pas très facile, mais des signes qui sont pas forcément spécifiques, mais surtout l'hypotension artérielle, qui est un des premiers signes de déshydratation. La douleur et les troubles métaboliques, tout à fait. Voilà, ça peut être infection, les médicaments, attention au sevrage en benzodiazépine. Une petite dose de benzo déjà peut entraîner aussi, une confusion, mais un sevrage également. Les, causes cardiovasculaires, un infarctus du myocarde, les AVC éventuellement, les hématomes sous-uraux, les troubles métaboliques, troubles psychiatriques, dépression, stress, deuil. Ça peut être des événements, qui sont, favorisants, qui sont précipitants pour peu que le patient il ait des facteurs de risque. L'alcoolisation, éventuellement, aiguë. Les facteurs généraux, fécalome, globe vésicale, heu, également la fièvre, l'hypoxie et l'intervention chirurgicale récente. Par exemple, des patients qui vont, avoir, des, chirurgies pour lesquelles, on va arrêter certains traitements. On peut aussi, entraîner malheureusement des insuffisances d'organes, le rein par exemple et donc ça peut favoriser la confusion. Voilà, ça on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, mais il faut connaître par cœur ces facteurs précipitants et prédisposants. Alors la prise en charge, rappelez-vous que c'est une urgence thérapeutique. Il y a des moyens simples, de tout d'abord calmer, rassurer, réorienter le patient, ne pas lui crier dessus, il faut vraiment avoir une voix très calme, expliquer la situation, éviter les bruits, éviter l'agitation, éviter la panique, l'appeler par son prénom, lui remettre ses lunettes, l'appareil auditif, ne pas le mettre dans le noir, bien mettre une lumière, pas trop aveuglante mais quand même et éventuellement traiter tout de suite, les causes que l'on peut appréhender, la déshydratation,
S'il y a un médicament qui est potentiellement responsable, on l'arrête ou au contraire, si c'est qu'on avait oublié, on le remet et traiter derrière les symptômes propres de l'état confusionnel. Si le patient il a par exemple des hallucinations, on peut donner des neuroleptiques éventuellement ou s'il est très agité, on pourra, voilà, calmer un peu le patient. On évite en tout cas l'atarax, l'hydroxyzine, c'est, un antihistamique de première génération parce que ça peut aggraver, la confusion. Et il faudra faire attention aux neuroleptiques, notamment chez les gens qui ont des maladies à corps de Lewis diffus parce que, c'est malheureusement des situations où on va avoir une hypersensibilité aux neuroleptiques et ça peut être très grave, voilà. Donc en fait, c'est pas parce que le patient il a des délires ou des hallucinations qu'il faudra forcément obligatoirement le traiter. Ça dépendra au cas par cas et dans ces cas-là, c'est la durée la plus courte, avec une demi-vie courte. Alors la place de la contention, c'est médico-légal donc faudrait le faire en dernière intention, j'ai envie de dire, en dernier lieu, après échec de toutes les techniques et ce sera fait uniquement si le patient, il se met en danger ou il met en danger l'équipe médicale, ou on ne peut pas lui faire un traitement ou un examen complémentaire. Alors, il est dit dans le collège que les barrières, les attache-mousses, les sangles de maintien, c'est considéré comme des contentions. Donc, il faut normalement les prescrire et les réévaluer souvent pour dire voilà, est-ce que c'est nécessaire de les garder. Donc, dans la prise en charge, on prend en charge la cause, les mesures non médicamenteuses, évaluer l'état du patient, est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il y a de l'anxiété, est-ce qu'il y a de l'agitation, des hallucinations. Et uniquement pour des durées très courtes et dans des cas très particuliers, on pourra, si l'anxiété est majeure, mettre des benzos à demi-vie courte pour une durée courte alprazolam, oxazépam. Et s'il est agité ou agressif ou qu'il a des allus, éventuellement les neurotiques de demi-vie courte. Après, il faut vraiment surveiller, réévaluer, éviter tous les fils qui dépassent, les cathéters, les sondes, les perfusions, parce que ça va aggraver la confusion. Concernant l'arrêt des benzos, eh bien, j'ai envie de dire que dès qu'on peut, il faudrait les arrêter de façon progressive, c'est pas d'un coup, sinon ça va